Digital Congo, la télévision numérique. De ce journal Pacte social, la Senco rappelle que ce pacte est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que la RDC a connues depuis son accession à l'indépendance. C'est ce que rapporte la Senco à travers Monseigneur Donatien Chollet et son secrétaire général. La Senco qui dit attendre de ce fait d'être reçue par le chef de l'État pour présenter les conclusions de leurs travaux. C'est un rapport inquiétant sur l'exécution du PDL 145 territoire. Il est du Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFEDEL. L'organisation note un écart entre le coût des projets et les travaux existants. Saison sèche, le début est annoncé pour le 25 mai 2025 en ville de Kinshasa, informe la Mételsat au profit de l'opinion qui ajoute que l'effectivité s'est située entre le 18 mai pour la marge inférieure et le 2 juin si l'on connaît un retard. Entre-temps, des maladies saisonnières sont à craindre. De ce fait, les médecins appellent la population à un changement de mentalité. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. D'abord, au sujet de cette journée du vendredi 16 mai 2025 en République démocratique du Congo, sachez que c'est une journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC, selon un communiqué du ministère de l'Emploi et Travail. Le congé relatif à la date de ce vendredi 16 mai a plus concerné les administrations publiques car certains établissements scolaires ont fonctionné normalement. Il est porté à la connaissance du public conformément à l'ordonnance numéro 23042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux. La journée du 17 mai 2025, journée nationale des forces armées, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, annoncé un communiqué du ministère de l'Emploi et du Travail. Cependant, le jour férié est avancé au vendredi 16 mai, étant donné qu'il tombe un samedi, jour non ouvrable dans le secteur public en République démocratique du Congo au terme de l'article du premier décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la discipline en République démocratique du Congo. Le 17 mai, il faut le rappeler, revient ou se conforme à l'entrée en 1997 dans la capitale des troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila, devenu, vous le savez, sans doute troisième président de la République démocratique du Congo. Et c'est depuis 2019, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, que la date du 17 mai est désormais dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Dans l'actualité, on parle également du pacte social TENE en assemblée plénière du lundi 12 au jeudi 15 mai 2025. La Senco a examiné en profondeur la situation socio-pastorale de la RDC. À l'issue de ces travaux, les évêques ont lancé un message au peuple congolais. Ce message a été lu par Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Senco, lors d'une conférence de presse ce vendredi 16 mai 2025. C'était au centre interdiocésain de la
Gombe à Kinshasa. Dans ce message, la SYNCO rappelle que le pacte social pour la paix est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que la RDC a connues depuis son accession à l'indépendance. Dans l'entretemps, la SYNCO continue d'attendre d'être reçue par le chef de l'État pour présenter les conclusions de leurs travaux, disent les évêques. On écoute ici Monseigneur Donatien Chollet dans cet extrait choisi par Papi Boabouy. Notre priorité, c'est la paix. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région de Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relier notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Bien plus, ce travail scientifique permettra d'identifier les raisons pour lesquelles les dialogues passés n'ont pas pu y mettre fin et surtout de proposer aux gouvernants les politiques publiques en vue du redressement rapide de notre pays. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du Forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Pour nous, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Au terme, ce pacte aura l'avantage de préserver l'ordre constitutionnel menacé aujourd'hui et susceptible d'être balayé si la crise s'amplifie. Et sachez que la conférence épiscopale nationale du Congo a aussi formulé quelques recommandations aux chefs de l'État, aux acteurs politiques, aux organisations de la société civile, au peuple congolais et à la communauté internationale. Des recommandations qui vont dans le sens de soutenir cette initiative du pacte social, paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. On écoute encore une fois Monseigneur Donatien Chollet dans un autre extrait choisi par Papi Boabouy. Au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises. Au peuple congolais de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. À vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, de ne pas perdre l'espérance de retrouver l'intégrité de notre pays et de vivre le respect de la dignité humaine. Nos prières vous accompagnent.
à la communauté internationale. Retirez vos mains de la RDC et n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Vous avez compris, c'est le pape François que nous citons. Nous reconnaissons que les biens de la terre ont une destination universelle, mais la priorité revient aux Congolais à qui Dieu les a confiés. Dans l'actualité, on parle également du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, qui a publié ce vendredi un rapport inquiétant sur l'exécution du programme des 145 territoires. Bien sûr, les travaux ont été lancés, mais sur le terrain, il note l'écart entre le coût des projets et des travaux existants. Pour en parler, suivez ce reportage que nous propose ici Tichik Sami. Les résultats du rapport sur l'exécution du programme de développement des 145 territoires par les centres de recherche en finances publiques et développement sont alarmants. Effectivement, on a doté, dans le volet secteur, on a doté les gouverneurs de véhicules. Mais ces gouverneurs-là n'arrivent même pas dans les chefs-lieux des territoires. Dans le Kwango, Kwilu, Congo central et Kasaï, qui sont les provinces concernées par ces rapports, le CREFEDEL note un bilan négatif dans l'exécution de ces projets. Dans la province du Kasaï, les taux de livraison des ouvrages effectués par le PNUD est de 0%, alors que sur les prévisions des 69 ouvrages, 35 ont été lancés depuis 2023, dont un seul en phase d'être livré, alors que 34 n'ont pas connu un début d'exécution. Dans les écoles et centres de santé du Kwilu, les kits solaires ne servent qu'à charger des téléphones portables et à jouer de la musique. Après la publication de ces rapports, un exemplaire a été remis au premier président de la Cour des comptes. Pour Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, ces rapports mettent en lumière l'écart qui existe entre le coût des projets et la qualité des infrastructures sur les terrains. Il se dégage un écart important entre les coûts estimés par les agences d'exécution et la qualité des ouvrages. On estime ça pour la majorité autour de 200 000 $. Nous pensons que ça peut coûter moins que ça au regard de ce que nous avons visité. Nous pensons également que pour les écoles de 120 bancs, il n'est pas question qu'on puisse dépenser au-delà de 30 000 $ comme nous l'avons entendu sur le terrain. Nous relevons aussi que le programme doit être repensé au regard des défis que nous avons retrouvés sur le terrain. Il ne faudrait pas que le programme soit centré sur les territoires, mais le programme doit changer pour devenir le programme de développement des entités territoriales décentralisées. Cette cérémonie a connu la participation du premier président de la Cour des comptes et de certains invités. Et puis l'Assemblée provinciale de Kinshasa a, au cours de la séance plénière tenue jeudi 15 mai 2025, procédé à l'adoption du projet des recommandations à adresser au gouverneur de la ville de Kinshasa, ce après l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de la capitale congolaise pour la période allant du 30 juin au 29 septembre 2024. Suivez cet élément. Suspendue le vendredi 9 mai dernier, cette séance plénière était exclusivement consacrée à la poursuite des travaux sur la présentation, l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc chargée de l'exploitation de 10 rapports. Dans sa présentation, le président de la dite commission et rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député Nkongolo André, a fait savoir que la commission a regroupé tous les desiderata et recommandations du peuple kinois en 5 axes principaux, dont l'axe sécuritaire, administratif, de droits humains et de la gouvernance locale. L'axe des infrastructures, des routes, des ponts, des bâtiments administratifs, l'axe de l'éducation, construction de nouvelles écoles, salles de classe, paiement de nouvelles unités, l'axe de la santé, construction des centres de santé, équipement des hôpitaux, paiement de nouvelles unités et l'état des lieux de la riposte contre l'épidémie Mpox et l'axe de l'environnement, visibilité du programme de l'éducation provinciale Kinshasa et Zobonga, lutte contre l'insalubrité publique, les érosions, le curage des rivières.
Plusieurs recommandations ont été formulées par la commission ad hoc par rapport aux différents rapports des élus provinciaux, notamment la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la ville, spécialement contre le banditisme urbain, en augmentant l'effectif des éléments de la police nationale congolaise, de leur équipement, de leurs munitions et des sous-SIAT dans chaque commune, les perturbations permanentes des éléments de la police nationale congolaise et le renforcement de l'application des sanctions dans les chefs des policiers fautifs découverts dans chaque commune. La réhabilitation des routes ou artères principales touchées par le délabrement très avancé dans chaque commune et ce, conformément aux documents de synthèse des rapports. La lutte contre l'insalubrité par l'imposition de l'opération Salongo dans et devant chaque parcelle, dans chaque quartier, avenue et commune. La réhabilitation et la construction des collecteurs d'eau dans chaque commune conformément aux documents de certains rapports en vue de lutter contre les érosions. La construction de nouvelles routes dans chaque commune pour désengorger la circulation conformément aux documents de certains rapports. La réhabilitation et l'équipement des infrastructures sociales de base comme les écoles, les hôpitaux au regard des indications contenues dans les documents de la synthèse des rapports et l'amélioration de la desserte en eau potable et en énergie électrique par la dotation en tuyaux et câbles dans chaque commune selon les sites indiqués dans les documents de synthèse rapport. Le président de la commission ad hoc Congolo Entrée a par ailleurs souligné la nécessité d'un changement radical pour matérialiser l'exécution de ces recommandations. Il s'y est de préciser que ce projet de recommandation a été adopté moyennant amendement. Il sera ensuite envoyé au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, puis au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son adoption. Entre-temps, les habitants de l'avenue Luindu au quartier Kamunganga dans la commune de Ngalima courent de risques permanents d'attraper des maladies. La cause est attribuée à l'insalubrité des déchets et eaux stagnantes sans appel qui caractérisent la voirie de cette partie de la capitale congolaise et ce depuis plusieurs années maintenant, au grand mépris de la population qui évoque le manque d'initiatives d'assainissement. Cette même population demande pour ce faire l'aide des autorités européennes. Suivez ce reportage signé Josaphat Ngoma et Papi Wabouy. Cette grande avenue traverse tout le Kamunganga, un quartier de la commune de Ngaliema. Aujourd'hui, l'avenue Luindu a perdu toute sa beauté et tout son éclat sous le regard impuissant des riverains. Luindu est devenu un dépotoir. Toutes les immondices et autres déchets ménagers y sont déversés à la longueur des journées. Ajoutez à cela les eaux stagnantes, environnement propice pour des moustiques et autres insectes. Conséquence, la malaria ainsi que d'autres maladies de mains sales sont presque devenues le quotidien des habitants du quartier. Ici, tout le monde sollicite l'implication des autorités provinciales. Nous sommes une population, tous responsables de la destruction de l'environnement de Bissomoko. Nous, la population, nous sommes aussi l'auteur de ces immondices. Nous jetons des déchets partout. C'est ainsi que je lance l'appel aux autorités de nous venir en aide. La population et la quartier conscience et ça là, ils allaient environnement na biso, bakonzi bazana nous loin tibaya kabiso ne to la victime. Et surtout la ministre de l'environnement fait quelque chose. Pour ce mesure ferme pour lutter salubrité. Nous sommes une population, la population elle-même n'a pas le souci d'assainir là où elle est. À l'époque, il y avait les systèmes de Salongo, chose qui permettait à tout le monde de garder propre son avenue. Le décor est presque le même sur les autres rues qui traversent cette avenue. Pour beaucoup ici, il faut que l'autorité urbaine initie de grands travaux d'assainissement sur cette avenue.
Direction cette fois la ville de Béni en province du Nord Kivu où les travaux de construction de 16 infrastructures de base en cette partie du pays ont été lancés. C'est dans le cadre du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC en province du Nord Kivu, je l'ai dit. Ce projet est financé par le gouvernement congolais à travers la Banque mondiale. 2 sites ont été choisis pour cette cérémonie. C'est principalement le centre de santé de Alungupa en territoire de Béni et l'école primaire Antoni au quartier Bouchili en ville de Béni toujours, successivement le mercredi 14 et jeudi 15 mai 2025. Pour en savoir un peu plus, suivez ce que nous propose ici Mervedi Calmer, qui est notre permanent dans cette partie du territoire national. C'est par cette note d'exhortation avec espérance. Au nom de l'autorité provinciale, je cite le général-major Somo Kakule Evariste, que je déclare le lancement des travaux de construction du centre de santé à Lungupa, dans la zone de santé de Mutwanga, secteur Rwenzori, en territoire de Béni. C'est la coordonnatrice principale Priska Luanda Kamala, représentant le gouverneur du Nord Kivu empêché, qui a présidé les 2 cérémonies. En territoire de Béni, 8 sous-projets au total vont être réalisés et le même nombre en ville portant le même nom dans le cadre de cette première phase. Excellence, Madame le coordonnateur provincial, la pierre que vous allez sous peu lancera non seulement les travaux de construction du centre de santé à Lungupa, mais aussi de ceux de 8 autres infrastructures dans le territoire de Béni. Ainsi, nous exhortons l'entrepreneur à tout mettre en œuvre pour que les travaux qui seront lancés ces jours se terminent dans un meilleur délai, tout en privilégiant la qualité, car la population de Lungupa a cruellement besoin d'un centre de santé approprié, dans lequel elle pourra avoir des soins de qualité et dans un environnement sain, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les bénéficiaires de ces infrastructures de base appellent l'entreprise qui va exécuter les travaux au respect des clauses. Ils nous ont promis 6 mois. On espère que dans 6 mois, nous viendrons seulement inaugurer les infrastructures. À la communauté bénéficiaire de s'approprier l'œuvre, de garder, de sauvegarder, parce que ça nous appartient tous. Notons que toutes ces infrastructures à construire ou routes à réhabiliter ont été sélectionnées par les membres de la communauté et validées par le comité consultatif provincial avec l'accompagnement du PDD-RCS, antenne territoriale de Béni. Pour rappel, ces projets du gouvernement congolais sont exécutés par Star Est Nord Kivu sous l'appui financier de la Banque mondiale. Et puis le service national n'est pas impliqué dans une quelconque affaire de spoliation de la concession située sur l'avenue Générale Muyumba au quartier Kabou Lamechi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est la mise au point qui a été faite ce vendredi par le conseiller juridique du propriétaire de la dite concession. À l'en croire, cet espace a été donné au service national pour la construction d'un atelier servant à la fabrication des bancs qui seront remis aux écoles et établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Détail, Bénédicte Tondebe. C'est ici au quartier Kabulamechi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, précisément dans cette concession de 23 hectares située sur l'avenue Général Muyumba, que le service national est en train de construire une menuiserie, un atelier qui sera essentiellement orienté vers la fabrication des bancs, de quoi faciliter la distribution de ces meubles dans les écoles, instituts supérieurs et universitaires de l'espace Grand Katanga. Mais voilà que depuis quelques jours, des personnes malveillantes déterminées à ternir l'image de ce service attaché à la présidence de la République, celle de son commandant, et ainsi mettre en mal la vision du chef de l'État, crie à la spoliation de ce site par le service national alors que ce dernier n'est qu'un simple locataire. Le conseiller juridique du propriétaire confirme et explique. La concession, comme vous la trouvez, elle est de 23 hectares. Et laissez-moi vous dire qu'au départ, nous avons déjà une quarantaine d'années ici. Au départ, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'était dès la brousse. Rien n'a existé avant. C'est par l'initiative de M. Luka Walker que vous pouvez aujourd'hui voir que tout a été nettoyé. Ça, c'est de 1. De 2, c'est parce que il y a la présence de tout ce que vous voyez ici. En fait, ce sont les ustensiles, les instruments du service national qui est ici comme locataire. Et c'est M. Luka Walker qui est bailleur.
Depuis un temps, le service national étend ses activités en province, histoire de dupliquer l'expérience Kanyamaka CC et se rapprocher de ses bénéficiaires. Quoi qu'il en soit, s'agissant de cette concession, le service national affirme ne pas être impliqué par ce conflit foncier. Il invite les différents protagonistes à se référer à la justice pour que celle-ci puisse rétablir les uns et les autres dans leurs droits. Et puis vers l'opérationnalisation de la Chambre de commerce RDC Égypte à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia et le président de la Chambre de commerce égyptienne Mahmoud Sami, CEO du groupe Mahmoud Sami Holding, ont procédé dans la capitale congolaise à la signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et l'Égypte et le développement de plusieurs secteurs dont les infrastructures, l'agriculture et la technologie, et cela avec la facilitation de cette chambre de commerce. Le reportage est de Obed Kambale et Thierry Chabani. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia et la Chambre des commerces égyptienne, présidée par Al Amrat Engineering Development Company, société de Mahmoud Saïm, représentée par Mahmoud Saïm, CEO de ces groupes, ont procédé jeudi dernier à Kinshasa à la signature d'un mémorandum d'attente qui fixe à 60 jours l'opérationnalisation de la Chambre des commerces RDC Égypte à Kinshasa. La création de cette Chambre des commerces vient faciliter les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Égypte en identifiant et fournissant des solutions adaptées aux besoins du marché congolais et ce, dans le cadre de la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale dans le but d'encourager les investissements stratégiques dans plusieurs secteurs dont les infrastructures, l'agriculture et la technologie dans plusieurs provinces dont Kinshasa, Congo central, les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et la Chopo. Aussi développer et gérer une plateforme numérique d'idées permettant la publication des besoins des acteurs congolais et la mise en relation avec des fournisseurs égyptiens qualifiés et agir en tant qu'intermédiaire de confiance entre fournisseurs congolais et vice-versa en assurant la qualité et conformité des produits proposés, stipule ces mémorandums d'attente. Le CEO de Mahmoud Saïm Holding, Mahmoud Saïm, a rassuré les gouvernements congolais de disposer des capacités financières et technologiques pour matérialiser la création de cette chambre de commerce des droits congolais et qui seront vérifiées par la mission des due diligence, a-t-il ajouté. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, la signature de ces mémorandums d'attente vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la RDC et l'Égypte, d'où le gouvernement s'est engagé à sécuriser la mise en œuvre des projets en signant ces contrats d'exclusivité avec la Chambre des commerces égyptienne et à créer un comité de pilotage, conclut Julien Paluku Kaongia. Et puis quelques jours seulement nous séparent de la saison sèche en République démocratique du Congo. Sachez que les changements saisonniers entraînent souvent des fluctuations de température et cela occasionne des différentes maladies. Pour prévenir ces fléaux pendant la saison sèche qui se pointe ou qui intervient très bientôt, le docteur Delphin Kachelewa, interrogé à ces sujets, appelle la population à un changement de mentalité. Il a été approché par Trésor Ngoudia et Tichek Sambi. La saison des pluies touche à sa fin et va bientôt laisser la place à la saison sèche, un changement des saisons qui vient souvent avec quelques maladies, notamment la toux, la grippe, la bronchite et la rhinite. Pour prévenir ces maladies, le docteur Delphin Kachelewa appelle la population à un changement de mentalité, l'assainissement de l'environnement, le port de masques et le vêtement lourd. Quand au niveau de la population, rien ne fait, mais au niveau individuel, je me préviens. Je porte le masque, le casque, le masque pour me protéger mes narines. J'assainis mon milieu et je ne m'expose pas, je porte les habits un peu lourds qui me protègent du froid parce que pendant la saison sèche, l'air devient sec et frais. Ouais, ça? Et du coup, ça entraîne toutes ces maladies qu'on veut éviter. Le quinoa est très sale. Il est propre physiquement, en s'habillant, en marchant, mais dans son environnement, dans son alimentation, le quinoa est très sale. Toutes ces maladies sont mortelles. Le négligé peut entraîner la mort, a-t-il ajouté. Toutes les maladies sont mortelles parce que la maladie signifie dérèglement du fonctionnement normal du corps humain. Vous voyez ça? Alors, parmi les maladies de saison sèche, toutes sont mortelles si elles sont négligées.
Selon les communiqués de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, le début de la saison sèche est fixé pour le 25 mai prochain dans la ville-province de Kinshasa avec une marge de dispersion de 7 jours. La tendance de la saison sèche sera humide et sèche. La population quinoise est appelée à prendre des précautions nécessaires pour se protéger pendant toute la durée de la saison sèche. Et puis sachez que du 16 au 18 juillet 2025, la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme se tiendra à Kinshasa. Annonce faite jeudi dernier par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine et celui du Tourisme au cours d'une conférence de presse au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale. Étaient là pour le compte de Digital Congo, Gad Moukiako et Benitando. Devant la presse, 2 membres du gouvernement congolais apportent des précisions concernant la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme devant se tenir au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa du 16 au 18 juillet 2025. Ce rendez-vous aura pour objectif de promouvoir une image positive de la RDC afin de la repositionner comme une destination culturelle et touristique, a indiqué le ministre du Tourisme Didier Mpambia Moussanga. Je suis convaincu qu'avec la démarche et la diplomatie active que le président de la République est en train de faire depuis quelques années, et je pense que ce genre d'événements permettent aussi de placer la RDC à un niveau différent et de dire que quand il y a le numéro 1 de ONU Tourisme qui vient en RDC, cela veut dire que la RDC est fréquentable. Pour atteindre ces objectifs, une participation de plusieurs pays est préconisée. L'apport des acteurs locaux est vivement souhaité, selon la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé. Sachez seulement que nous sommes vraiment en contact quasi quotidien avec les artistes de l'Est. Certains sont ici à Kinshasa et je pense que nous allons d'ailleurs les associer à cet événement et à d'autres événements aussi. Nous avons réussi d'ailleurs à faire partir certains artistes de l'Est dans des festivals à l'étranger, justement pour qu'ils continuent à porter la voix des sans-voix. Et donc, pour ce festival aussi, bien entendu, nous allons penser à eux. Au programme de ces festivals à venir, concerts, expositions culturelles, conférences et rencontres entre acteurs du secteur touristique d'Afrique et d'ailleurs. L'actualité à l'international, Téné, l'ancien président gabonais déchu Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine ont quitté Libreville pour Luanda, capitale de l'Angola, mettant ainsi fin à près de 2 années de 2 tensions consécutives au coup d'État d'août 2023. Cette libération résulte d'une médiation du président angolais João Lourenço, également à la tête de l'Union africaine. Suivez. To make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, Placé en résidence surveillée depuis sa déchéance en août 2023 par un coup d'État après 14 ans au pouvoir, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et toute sa famille sont arrivés à Luanda en Angola dans la soirée du vendredi 16 mai, a annoncé la présidence angolaise. Compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Leur libération fait suite à des contacts entre le président angolais João Lourenço et Brice Oligui Nguema, actuel président du Gabon, élu en avril dernier avec près de 95% de voix. Âgé de 66 ans, Ali Bongo, dont l'état de santé est présenté comme précaire, a été renversé en 2023. Il était depuis assigné à résidence à Libreville, capitale du Gabon. Son épouse Sylvia Bongo, 62 ans, et son fils Noureddine, 33 ans, ancien directeur des cabinets du président déchu, en détention dans l'attente de leur procès pour détournement de fonds publics, avaient été récemment libérés et également placés sous résidence surveillée à Libreville. Sylvia Bongo est poursuivie pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, tandis que Noureddine a été inculpé de corruption et détournement de fonds publics. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Digital Congo, la télévision numérique.